Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité, l'Algérie renforce sa position sur la scène internationale. Sa vision claire et ses actions souveraines font d'elle un acteur clé pour les décisions stratégiques. Le pays redéfinit les alliances et consolide sa crédibilité au niveau régional et international. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre de la Communication a été reçu hier à Gaborone par le président de la République du Botswana. Mohamed Meziane a remis une lettre du président de la République. Dans le volet mémoire, on s'intéressera aujourd'hui à l'histoire de Haouch Gauthier à Boumerdès. Cette ferme transformée en un centre de torture par les forces coloniales françaises a été le théâtre d'innombrables exactions, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire collective algérienne. Et puis nous parlerons de corruption au Maroc qui est enracinée, rien que dans l'administration. Le Marzane semble tout faire pour protéger et entretenir ce système, alimente les inégalités et entrave toute réforme au détriment des citoyens marocains. Bienvenue à tous. L'Algérie n'est plus un acteur secondaire sur la scène internationale, mais elle est devenue une force de proposition influente, impactant les décisions stratégiques et redéfinissant les alliances selon des approches souveraines et indépendantes. Les détails avec Amel Bouarba. Forte de ses positions constantes et de sa place de plus en plus affirmée, l'Algérie s'est imposée comme un pôle diplomatique central, plaidant pour l'Afrique et les causes arabes au Conseil de sécurité des Nations Unies. S'appuyant sur une vision clairvoyante, des convictions ancrées et les orientations judicieuses du président de la République, l'Algérie renforce ses efforts et sa crédibilité à l'échelle régionale et internationale. Cette semaine a été marquée par une intense activité diplomatique faisant de l'Algérie une destination de choix pour des délégations internationales. Cela s'est traduit par un renforcement de la coopération avec le commandant de l'Africom, aboutissant à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération militaire. Véritable pays pivot, l'Algérie qui impose sa présence sur l'échiquier de la géopolitique consolide ses relations avec les grandes puissances, s'affirmant comme une véritable force d'équilibre. Cette semaine, elle a accueilli le vice-premier ministre russe, confirmant son rôle central dans les relations internationales. Grâce à une diplomatie équilibrée et proactive, notre pays a su maintenir des relations fondées sur l'égalité et la neutralité avec les grandes puissances, devenant ainsi une force incontournable, reconnue pour ses contributions dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l'échelle régionale, continentale et internationale. Un rôle de plus en plus affirmé sur les plans sécuritaires, économiques et régional. À ce titre, la coopération algéro-américaine a été particulièrement mise en lumière, comme en témoigne le communiqué du département d'État américain qui voit en l'Algérie un partenaire important pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde. Il a mis l'accent sur les efforts et l'implication active de l'Algérie dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Acteur très engagé dans les grands débats et enjeux mondiaux, l'État algérien ne cesse de renforcer sa crédibilité et d'inspirer la confiance d'un cercle de plus en plus large de partenaires étrangers. L'Algérie continue de consolider ses relations avec son environnement arabe et régional, comme en témoignent les rencontres intenses et les multiples visites de hauts responsables dans différentes capitales mondiales. Une dynamique qui reflète une vision stratégique visant à consolider la présence de l'Algérie sur la scène régionale et internationale, affirmant son statut de puissance diplomatique influente. En qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication Mohamed Meziane a été reçu à Gaborone par le président de la République du Botswana, Juma Gideon Boko. Lors de cette rencontre, Mohamed Meziane a remis une lettre du président de la République à son homologue du Botswana, lui transmettant les salutations fraternelles de Abdelmadjid Tebboune ainsi que ses aspirations au renforcement des relations de coopération bilatérale et de la coordination dans divers domaines d'intérêt commun. La rencontre a également
également été l'occasion de passer en revue les prochaines échéances dans le cadre de l'agenda continental en vue de renforcer l'action africaine pour davantage de complémentarité et de solidarité. Au terme des entretiens, les deux parties ont affiché leur volonté de favoriser le mécanisme de concertation permanente au service de la coopération bilatérale et des intérêts des deux pays et de l'Afrique. Le groupe Sonatrach a signé un mémorandum d'entente avec la société mauritanienne des hydrocarbures visant à renforcer la coopération énergétique, notamment pour l'exploration, la production, l'échange d'expertise et la formation. Le document prévoit la mise en place d'un comité d'orientation chargé d'organiser et d'encadrer les discussions concernant les opportunités de coopération et de partenariat offertes dans les domaines de l'exploration et de la production, les activités en aval, ainsi que le transport et la commercialisation des hydrocarbures. Des équipes de travail conjointes composées d'experts des deux parties seront mises en place pour organiser des ateliers et programmer des visites de terrain. La coopération concerne aussi le développement des compétences professionnelles et la formation des personnels de la SMH par des experts de l'Institut algérien du pétrole et de l'Académie de management de Sonatrach. Il s'agit en outre de l'organisation de stages pratiques et d'orientation au profit des équipes mauritaniennes sur les sites de Sonatrach. Dans le dossier mémoire de cette édition, nous revenons sur l'histoire de Haouch Gauthier, situé à Souk el-Had dans la wilaya de Boumerdes. En 1956, sous l'occupation française, cette ferme qui nourrissait de nombreuses familles a été transformée par le colonisateur français en un centre de torture. D'innombrables exactions ont été commises, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire collective algérienne. Les détails avec Majda Jahmoud. Les murs du camp de torture Gauthier portent encore les cicatrices les plus sinistres de la répression coloniale dans la région de Boumerdes. Entre ces murs étroits, l'odeur de la mort plane toujours, témoignant de la souffrance de ceux qui osaient rêver de liberté. Avide de sang, le colonisateur français s'est déchaîné contre un peuple qui refusait de baisser les bras. Aujourd'hui encore, les vestiges de ce bâtiment sont témoins des atrocités commises contre ceux qui ont pris les armes pour chasser la France coloniale. C'est dans cette cave qu'ils nous ont enfermés. J'y suis resté 25 jours avec le supplice de la goutte d'eau et le sol trempé. Ce camp de torture remonte à l'année 1956. Autrefois, une ferme viticole produisant du raisin et du vin à Thniyat el-Had. Elle est expropriée en vertu de la loi du 14 octobre 1844 avant de devenir, en 1872, propriété d'un colon français du nom de Gauthier. Les bourreaux français voulaient savoir qui était en contact avec mon père et qui lui remettait de l'argent. Je leur ai répondu que je ne savais rien, c'est qu'ils ont commencé à me torturer à l'électricité. Cela a duré environ 1 heure, au point où celui qui avait la manivelle en main leur a dit « S'il n'a pas vu, c'est qu'il n'a pas vu. Et puis il est trop jeune pour qu'il soit torturé à l'électricité. » La France, qui se drape du masque du protecteur des droits de l'homme, ne peut dissimuler son passé sanglant. Chaque parcelle de cette terre, chaque prison et centre de torture témoigne et expose au grand jour sa politique répressive et son entreprise d'extermination du peuple algérien.
Le gouvernement français se trouve dans une impasse politique exacerbée par l'absence d'accord avec le Parlement sur le budget économique et social. Alors que le déficit budgétaire ne cesse de croître, la pression fiscale sur les citoyens français devient insupportable. Ce climat de tension et de contradiction menace de fragiliser la confiance envers le pouvoir en place. Les détails avec Amira Sefta. Le doute s'installe parmi les Français quant à la durabilité du gouvernement de François Bayrou. Alors que le pays traverse une crise majeure, il semble difficile de croire en la promesse du Premier ministre français de réduire progressivement le déficit pour arriver à 3% en 2029. Les socialistes qui ont déjà boycotté les discussions parlementaires sur le texte estiment que ce budget est mort-né avant même d'être soumis au vote. Ils considèrent même que c'est une faute politique du Premier ministre sur la question de l'immigration. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, voulez-vous dépendre aussi du Rassemblement national ? Parce que nous ne voulons pas que notre pays vive sous tutelle de l'extrême droite. Je veux vous interroger, Monsieur le Ministre, sur la reconstruction de Mayotte et la faiblesse des budgets qui sont annoncés pour elle. Où sont les milliards nécessaires pour Mayotte ? Les quartiers populaires se préparent à subir une véritable hémorragie sociale avec la suppression annoncée des 5000 postes d'adultes relais. Les erreurs répétées ne sont plus anodines, mais révèlent plutôt une stratégie délibérée visant à précipiter l'effondrement du gouvernement ou même prolonger inutilement l'agonie. La bulle de la dette qui ne manquera pas d'exploser. La France, on va la réformer, c'est sûr. Soit dans la douceur, soit dans la douleur. J'ai compris, ça va se faire dans la douleur. Ça veut dire qu'il va falloir toucher le fond de la piscine et peut-être là, ça redémarrera en espérant qu'on ne va pas creuser une fois qu'on aura touché le fond, tu vois. La commission mixte paritaire chargée de rédiger la version finale du projet de loi de finances a douché les derniers espoirs. Son message aux écologistes, aux insoumis, aux socialistes et à l'ensemble de la gauche est clair. Il n'y a pas d'autre issue que le dépôt d'une motion de censure. La problématique, c'est que le budget qui sort du Sénat est beaucoup plus austéritaire encore que ne l'était le budget Barnier. C'est évidemment une purge austéritaire absolument terrible qui frappe de plein fouet beaucoup de ministères. Évidemment, des moyens opérationnels de l'État et de ses opérateurs qui vont être considérablement affaiblis. Est-ce que la politique qu'il s'apprête à mettre en place apporte des réponses aux problématiques concrètes que rencontrent les gens ? Le reste, si vous voulez, c'est de la comédie politicienne. Les médias français maintiennent le même discours. Le pouvoir est accusé de favoriser les plus riches au détriment de la classe moyenne et populaire. De leur côté, les grandes entreprises ne cachent plus leurs inquiétudes face à la menace de faillite qui les guette. Justement, ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce n'est pas un problème de coupe dans les dépenses des services publics, c'est un problème de recettes. Il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches dans le pays qui est le plus imposé au monde. Grandes fortunes. Non, mais pas justement. Les grandes fortunes ne sont pas imposées à la hauteur des classes moyennes. C'est bien un des gros problèmes de la France. Et ensuite, donner du pouvoir d'achat aux gens. Vous avez l'inflation cumulée qui est arrivée de partout et qui s'est retraduite dans les salaires. Maintenant, si je prends le coût de la fiscalité, c'est toujours un sujet qui est délicat. La part des impôts de production dans le PIB en France, c'est 4,5. La moyenne en Europe, c'est 2,2, alors qu'en Allemagne, on subventionne la production. Bien sûr qu'on peut augmenter les taxes sur les industries en France, bien sûr. Mais en fait, il ne faut pas s'étonner si après, les industries vont aller ailleurs. Même si le gouvernement de François Bayrou parvient à la survie à un vote de défiance, il n'en demeure pas moins qu'il est pris en étau entre une population qui subit la hausse des impôts, la baisse du pouvoir d'achat et la croissance du chômage, et une économie qui agonise face à la concurrence des produits étrangers et du tarissement des matières premières et des capitaux en provenance de l'Afrique. Hier, un nouvel échange de prisonniers a eu lieu dans l'enclave palestinienne. 110 Palestiniens ont été libérés, dont une trentaine d'enfants dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. 2 bus de prisonniers palestiniens sont arrivés à Ramallah, en Cisjordanie occupée, sous les ovations de centaines de personnes, selon des médias sur place. La plupart ont été transférés à Ramallah, certains à Al-Quds Est occupé et d'autres encore vers la bande de Gaza, soumise à près de 16 mois d'agression sioniste. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à l'évacuation immédiate de 2500 enfants palestiniens blessés de la bande de Gaza pour qu'ils puissent recevoir des soins médicaux. Il a indiqué avoir été profondément ému par les témoignages et impressionné par le dévouement des médecins qui ont travaillé à Gaza.
Par ailleurs, et dans un autre chapitre, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs hier soir sous les balles des forces d'occupation sionistes à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse Wafa qui a relevé que les corps des 2 Palestiniens n'ont pas été restitués à leur famille. Au Maroc, la corruption gangrène, l'administration verrouille l'économie et impose sa loi à des millions de citoyens contraints de payer pour la moindre démarche, pot de vin ou blocage. C'est la règle. Le régime du Marzen a instauré des mécanismes qui le protègent et l'entretiennent. Une impunité qui alimente les inégalités et étouffe toute réforme. Une réalité où l'ombre du régime pèse sur chaque aspect du quotidien des Marocains. Les détails avec Rina Leray. Au Maroc, la corruption ne se limite plus à quelques affaires isolées. Elle s'est profondément ancrée dans les rouages des institutions, fragilisant l'économie nationale et aggravant les inégalités. Un raz-de-marée qui plonge le pays dans une spirale infernale dont il est difficile de s'en sortir et dont les citoyens sont la première victime, subissant le poids du népotisme et du pillage organisé. La corruption absorbe 5% du produit intérieur brut, soit un manque à gagner de 50 milliards de dirhams par an. Le montant des pots de vin liés au marché public atteint à lui seul cette somme. Par ailleurs, 10% seulement des Marocains bénéficient de 36% du PIB national. Autre fait saillant, pas moins de 30 parlementaires sont poursuivis en justice. Peut-on toujours parler d'une institution représentative? Ce n'est plus un Parlement, mais un refuge pour ceux qui fuient la justice. Monsieur le chef du gouvernement, j'ai honte à votre place. Vous parlez du tourisme dans notre pays, mais vous nous avez noyés sous le plastique. Comment expliquer ces épaves qui encombrent nos rues? Ou encore ces bus délabrés qui circulent dans la ville de Fès, sans frein et dans des conditions déplorables? Est-ce que ça reflète vos promesses électorales? Pris au piège d'un système implacable et sans issue, le citoyen marocain se retrouve écrasé dans une réalité où la corruption est devenue monnaie courante, englobant chaque aspect de la vie quotidienne. Des pots de vin devenus obligatoires dans la bureaucratie, aux pratiques abusives qui affaiblissent l'économie. Que ce soit pour retirer des papiers, renouveler un document tel que le passeport ou même accomplir toute autre démarche administrative, il faut obligatoirement verser un pot de vin. Au Maroc, les pots de vin sont devenus la règle. Même pour les démarches les plus insignifiantes, il faut payer. Sans cela, tout reste bloqué et rien n'aboutit. Loin de se contenter d'ignorer la corruption, le régime du Marzen a mis en place des structures juridiques conçues pour le protéger en légiférant des mécanismes d'impunité. Ce qui était autrefois perçu comme une dérive est désormais devenu une norme solidement établie au Maroc. Suite au décès de l'ancien journaliste Mohamed Bekir, le ministre de la Communication Mohamed Meziane présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille et à ses proches. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Parlons à présent du salon de l'agriculture à Oran qui se poursuit aujourd'hui. Un rendez-vous pour les professionnels du secteur, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture, à l'agroalimentaire et aux innovations en matière de production locale. Un événement qui met en lumière les atouts de notre agriculture et son rôle dans l'économie du pays. Reportage Yasmine Amri. Producteurs, fournisseurs, investisseurs et participants étrangers étaient au rendez-vous lors du Salon international de l'agriculture à Oran. Un événement qui met en lumière les innovations dans le domaine agricole, tout en mettant l'accent sur l'importance du rôle de l'agriculture dans le développement économique et la préservation de la souveraineté alimentaire, grâce à des solutions variées pour optimiser la production alimentaire. L'Algérie, vaste pays aux zones agricoles étendues, offre un environnement d'investissement sûr. Son ambitieux programme de sécurité alimentaire en fait un marché stratégique pour les investisseurs.
Nous sommes ravis de recevoir plus de 70 exposants, notamment plus d'une dizaine d'étrangers. Cette année, par rapport aux autres éditions, c'est que nous avions énormément d'importateurs, de distributeurs, et tous ces importateurs et distributeurs se sont transformés en fabricants. L'Algérie a mis en place énormément de facilitations pour l'agriculture. Donc, que ce soit la mise à disposition de terres agricoles dans le sud, la mise à disposition de fonds spéciaux, la mise à disposition de facilitation. Le salon met également en avant le rôle crucial de l'accompagnement financier. De nombreuses institutions bancaires étaient présentes pour présenter leurs solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques des agriculteurs et des investisseurs. Plusieurs produits financiers, comme les crédits à taux préférentiels et les prêts à la modernisation des exploitations agricoles, ont été proposés pour soutenir la transition vers une agriculture plus moderne et productive. Les investisseurs locaux ou étrangers ont ainsi pu découvrir les opportunités de financement et les avantages fiscaux disponibles pour investir dans le secteur agricole. Le rôle principal, c'est de fournir des garanties aux porteurs de projets. Donc, dans le cas où un porteur de projet a des difficultés, de fournir les garanties nécessaires. Généralement, c'est les hypothèques. Donc, c'est des garanties immobilières qui doivent affecter pour garantir un financement. Donc, en cas d'absence ou l'insuffisance de garantie, le porteur de projet peut se présenter au niveau du fonds. On peut l'appuyer par une garantie institutionnelle, parce que la garantie du FGAL était garantie de l'État. Donc, on peut lui apporter notre appui et le garantir vis-à-vis du créancier. CGC gère un fonds de garantie agricole qui est le FGA. Ce fonds qui a été créé à l'initiative des pouvoirs publics, donc c'est dans le but de promouvoir la création et le développement des exploitations agricoles en Algérie, en lui facilitant l'accès au crédit. On est à la disposition des Fellah. On a mis des crédits à leur disposition, tels que le crédit Al-Tahaddi, le crédit Rfig, c'est les crédits courants. Surtout, dernièrement, le marché a été ouvert pour toutes les banques. On va financer toutes les activités. Le salon a facilité les partenariats entre secteurs publics et privés, mettant en valeur le financement nécessaire pour soutenir l'agriculture et attirer les investissements, contribuant ainsi à l'autosuffisance alimentaire et à la création d'emplois. Mohamed Kouassi, photographe mais aussi combattant de l'ALN durant la guerre de libération. Il était d'ailleurs le seul photographe du journal El Moudjahid, organe du Front de Libération Nationale, mais il est aussi un des pionniers de la photographie en Algérie indépendante. Un parcours riche qui a été revisité par cette exposition dédiée à ses œuvres au Bastion 23. Reportage Fariachir. Mohamed Kouassi, le Moudjahid, le pionnier de la photographie, a marqué l'histoire de l'Algérie en mettant son talent au service de la révolution. À travers son objectif, il a capturé des instants cruciaux de la lutte pour l'indépendance, révélant le courage des Moudjahidines et la résilience du peuple algérien. C'est toujours délicat. Il faut se rendre compte que nous sommes 60 ans après l'indépendance. Et que ce que vous voyez sur les murs de cette exposition s'est passé il y a plus d'un demi-siècle. Comment rentrer dans la peau et comment rentrer dans les sentiments, la fierté ou la douleur des gens de cette époque. Nous sommes à 2 ou 3 générations. Donc c'est ça le rôle d'une exposition. Et nous avons la chance d'avoir un photographe hors pair, c'est-à-dire qui a pu photographier des choses sans qu'ils se fassent remarquer. Donc les gens étaient comme s'ils étaient chez eux et comme s'ils étaient dans leur habitude. Et donc vous voyez des photos d'un naturel incroyable. Et alors les gens peuvent aujourd'hui voir quel est le niveau de perception qu'avaient les Algériens. À travers cette exposition, au musée Bastion 23, un vibrant hommage est rendu à cet homme qui a su immortaliser les moments forts de la révolution algérienne. Des photos exposées mettent en lumière les figures emblématiques de cette période. En présence de sa famille, notamment de son épouse, l'événement a attiré un large public, composé d'historiens, de passionnés, de photographes,
venus découvrir ces chefs-d'œuvre. Kouassi représente une époque extraordinaire pour tous les Algériens dans les années juste après l'indépendance, avant l'indépendance et juste après l'indépendance. On a vécu une période de vie comme c'est très très difficile d'imaginer. Alger, c'était la capitale de l'humanisme, de la révolution. La jeunesse, elle était impliquée pour le développement de l'Algérie. Et Kouassi a honoré par la photo cette période extraordinaire de la guerre juste après l'indépendance. Il était photographe durant la guerre de libération, donc durant la Révolution. Il a laissé un héritage très important. Et nous, en tant que je suis son neveu, donc on a le devoir de mémoire, le devoir de montrer son héritage à la jeunesse algérienne. Cet événement a célébré non seulement le talent du photographe, mais aussi l'héritage qu'il a laissé aux générations futures, rappelant l'importance de l'art comme témoin et acteur de l'histoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.